Salut, c'est Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire. Je vous présente mon émission Indépendance financière et hypothèque, dans laquelle je vais parler de finances personnelles, d'argent, de trucs pour arriver à l'indépendance financière et bien sûr d'hypothèque. Je m'adresse à ceux qui veulent s'enrichir, qui veulent prendre leurs finances en main. Je m'adresse à la classe moyenne, ceux qui veulent sortir du rat race. Je vous transmettrai ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Donc, je vous invite à vous abonner à ce podcast. Ce sera un honneur pour moi de vous parler d'indépendance financière et d'hypothèque. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Indépendance financière et hypothèque. Je suis Frédéric Lacharité, votre courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je vous rappelle donc que le but de mon émission, c'est de vous accompagner dans votre quête vers l'indépendance financière. Je partage avec vous donc les connaissances et l'expérience que j'ai acquises lors de ma propre recherche d'indépendance financière. Aujourd'hui, je souhaite aborder les choses qu'on peut faire avec l'argent qui dort, soit la valeur d'équité accumulée sur notre propriété. L'acquisition de notre résidence principale, ça constitue l'une des premières étapes de notre plan vers l'indépendance financière. L'avantage d'être propriétaire réside dans le fait qu'en remboursant progressivement notre hypothèque, nos dépenses de logement, eux, diminuent. Je vous rappelle qu'on atteint l'indépendance financière lorsque nos revenus passifs couvrent nos dépenses. Moins on a de dépenses, moins on a besoin de revenus passifs et moins on aura besoin de capital nécessaire pour générer nos revenus passifs. Alors, plus rapidement, on arrive donc à l'indépendance financière. La réduction des dépenses de logement, c'est une chose, mais l'équité accumulée dans notre propriété pourrait également être utile à différents niveaux, dont l'augmentation de nos revenus passifs. Alors peut-être que vous n'avez présentement pas d'hypothèque sur votre propriété, que vous vous demandez ce que vous pourriez bien faire avec l'équité accumulée, ou sinon peut-être que vous avez votre propriété depuis quelques années, puis que celle-ci a pris en valeur, puis vous avez remboursé une partie de votre prêt, et que maintenant vous vous demandez si ça vaut la peine de rembourser plus rapidement votre hypothèque pour augmenter l'équité disponible. La réponse, c'est oui. Même si on rembourse pour possiblement le réemprunter plus tard, le remboursement de l'hypothèque nous mènera psychologiquement plus rapidement vers l'indépendance financière. C'est important de faire les choses dans l'ordre. Dans la majorité des cas, on veut rembourser l'hypothèque non déductible d'impôt et ensuite faire quelque chose d'intéressant avec l'équité. Autrement, peut-être que vous avez atteint la retraite puis qu'une bonne partie de votre patrimoine se retrouve dans l'équité de votre maison. J'aurai des idées pour vous. Finalement, si vous n'avez pas encore acheté votre résidence principale, écoutez ce qui suit, ça va vous donner un avant-goût des possibilités de ce qui vous attend lorsque vous aurez acheté votre résidence, lorsque vous deviendrez propriétaire. OK, l'épisode est séparé en deux. Aujourd'hui, je vous présente les 5 premières idées et puis je présenterai les 6 autres idées à l'épisode suivant. Idée numéro 1. OK, l'idée numéro 1, c'est ne rien faire. La première option, c'est de rien faire, soit de laisser l'équité dormir. Cette option-là est excellente en passant. Je le dis parce que je vois souvent des gens qui s'y stressent en se disant qu'ils doivent absolument faire quelque chose avec l'équité qui dort sur leur propriété, alors que il n'y a absolument rien de mal à juste ne rien faire. Okay? Si vous n'avez pas d'hypothèque en ce moment, vous avez votre propriété payée, rassurez-vous, tout va bien, vous n'êtes pas en train de perdre de l'argent, vous avez simplement une très belle situation financière, peu de dettes, puis un beau coussin de sécurité qui peut vous rendre fier et confortable dans votre vie. N'oubliez pas que tout emprunt comporte un niveau de risque et que c'est aucunement obligatoire d'ajouter du risque à notre situation financière. Donc ça, c'était l'idée numéro 1, ne rien faire. Ensuite, j'y vais évidemment avec d'autres options. C'est un peu l'idée de cette émission-là. L'option de rien faire avec l'équité de sa propriété, c'est une option qu'une grande majorité de Québécois vont choisir à la retraite. Par contre, beaucoup de Québécois ne savent pas trop ce qu'ils peuvent faire avec cette équité. C'est pourquoi je veux donner des idées ici. OK, puis là, j'ai classé les options en 3 catégories de choses qu'on peut faire avec l'équité de sa maison. OK, première catégorie, c'est l'investir. Deuxième catégorie, le dépenser. Troisième catégorie, le donner. Je commence par la première catégorie, investir l'équité de sa maison. L'investissement, c'est possiblement la plus belle opportunité, OK, que nous permet l'équité sur notre propriété. L'intérêt payé sur un prêt qui va servir à l'investissement sera déductible d'impôt dans la plupart des cas. Par contre,
Comme toute stratégie d'investissement avec effet de levier, il faut utiliser cet outil avec la plus grande prudence. Je vais aborder 4 façons d'investir avec l'équité de sa propriété, puis je vais souligner les risques associés à chacune de ces façons. N'oubliez pas de consulter le professionnel approprié pour obtenir des conseils financiers qui s'appliquent à votre situation spécifique. Ici, je parle en général et basé sur ma propre expérience. Mes 4 façons d'investir l'équité de la maison sont acheter un immeuble à revenu, la manœuvre Smith, investir dans sa propre entreprise et faire des prêts d'argent immobilier. La deuxième idée, donc la première des idées d'investissement, l'idée numéro 2, je parle d'investir dans un immeuble à revenu. Okay, vous pourriez vouloir refinancer votre résidence principale et sortir une mise de fonds, par exemple, pour acheter un immeuble à revenu. Si vous faites ça, c'est important de bien séparer votre nouveau prêt du prêt original pour permettre de déduire les intérêts du prêt pour vos impôts. Idéalement, on voudra ajouter aussi de l'épargne pour la mise de fonds et pas juste emprunter 100% de la valeur de l'immeuble. Je pense que c'est important de conserver une bonne équité dans son parc immobilier. Ça veut dire d'avoir une partie de notre épargne dans son parc immobilier et pas aller chercher 100% de la valeur de nos immeubles en dette. C'est important de se garder une marge de manœuvre qui va nous permettre de faire face aux imprévus, comme par exemple la hausse des taux d'intérêt. L'avantage avec l'immobilier locatif, c'est que c'est relativement accessible pour tout le monde d'y investir. Il existe beaucoup de documentation, livres, clubs d'investissement. La majorité des personnes indépendantes financièrement aussi le sont grâce à l'immobilier locatif. C'est une façon éprouvée de s'enrichir et relativement sécuritaire. On peut commencer petit avec un duplex et apprendre et augmenter le nombre de portes au fur et à mesure qu'on développe notre expertise. Un désavantage est que c'est un investissement qui est actif. C'est pas tout le monde qui est prêt à mettre du temps pour gérer un immeuble, des locataires, puis tous les problèmes qui peuvent survenir. Personnellement, je n'ai pas utilisé ce type d'investissement dans mon cheminement vers l'indépendance financière, mais je serais probablement plus riche aujourd'hui si je l'avais fait. Le fait que c'est un investissement actif et puis mon manque d'habileté manuelle est ce qui m'a bloqué dans mon cas. J'ai préféré mettre mon temps sur mon travail, mon 9 à 5 plutôt que l'immobilier et puis ça m'a permis d'accéder à des belles opportunités en dehors de l'immobilier. Je le répète, je ne pense pas que l'immobilier, c'est pour tout le monde. On n'est pas obligé de se lancer dans l'immobilier locatif pour arriver à l'indépendance financière. On peut s'en tenir pour l'immobilier à notre résidence principale, puis bien se débrouiller quand même. Idée numéro 3, je passe à la prochaine idée, c'est investir avec la manœuvre de Smith. Là, on parle des marchés financiers. Donc, on va emprunter pour investir dans les marchés financiers. Je vous fais une description de la manœuvre de Smith. La manœuvre de Smith est une stratégie financière canadienne qui vise à convertir l'équité résidentielle de notre propriété en emprunt déductible d'impôt, puis à investir ces fonds dans des placements générant des revenus. Cette stratégie permet aux Canadiens de transformer leur hypothèque en un outil de création de richesse en utilisant les intérêts déductibles pour investir dans des actifs tels que des actions, des fonds communs de placement ou des fonds négociés en bourse. L'objectif est de maximiser le rendement tout en réduisant le fardeau fiscal. Mais cela comporte des risques, notamment celui d'être exposé à la volatilité des marchés financiers et de s'endetter davantage. Les particuliers intéressés par cette manœuvre doivent consulter des professionnels de la finance et de la fiscalité pour évaluer leur adéquation et leur tolérance au risque. Okay, ça, c'est fin de la description. Donc, comparé à l'immobilier locatif, cette solution est un peu moins payante. Okay, le rendement des marchés financiers sont moindres que l'immobilier locatif. C'est normal. Investissement actif, l'immobilier, on doit rapporter davantage qu'un investissement passif, donc les marchés financiers. Donc ça, c'est normal. Par contre, comme je viens de le dire, c'est un investissement qui est passif, donc qui peut être approprié pour certaines personnes qui n'ont pas le temps ou les habiletés de gérer un immeuble à revenu. Je crois que cette stratégie peut fonctionner, mais une chose importante est qu'il faut s'engager à le faire pour une longue période. Pour diminuer le risque, c'est facile de sortir de notre position dans les marchés financiers sur un coup de tête, tandis que c'est plus difficile à faire lorsqu'on investit en immobilier. Pour cette raison, je n'ai jamais emprunté pour acheter des produits sur les marchés financiers. Je fais mes investissements de façon autonome et j'achète mes FNB avec de l'argent épargné seulement et non emprunté.
Cela est ma préférence, mais la stratégie pourrait convenir à d'autres personnes. Quelqu'un qui souhaite emprunter pour investir dans les marchés financiers et utiliser la manœuvre Smith devrait définitivement faire affaire avec un conseiller financier professionnel de confiance pour être guidé dans ces démarches. Je pense que la clé avec la manœuvre de Smith, c'est qu'il faut s'engager long terme à le faire. Puis moi, c'est un peu ce que j'aimais moins parce que notre emprunt et nos investissements doivent rester les mêmes ou doivent continuer pendant une longue période de temps. Je trouve que c'est une solution peut-être qui manque un peu de flexibilité, quoique si on a une excellente relation avec notre conseiller financier, un expert, ça peut être une belle solution pour aller chercher un petit peu plus de rendement et puis progressivement convertir l'équité de notre propriété en investissement en prêt déductible d'impôt. Donc ça, c'était l'idée numéro 3, la manœuvre de Smith. Il y a un livre en passant sur la manœuvre de Smith, c'est bien documenté ça aussi. Idée numéro 4, investir dans son domaine d'expertise. Donc là, ici, je commence en parlant de ma propre expérience parce que c'est ce que j'ai choisi de faire avec l'équité que j'avais accumulée sur ma propriété. Moi, j'ai travaillé 20 ans comme développeur logiciel pour la même PME avant de me retirer du développement logiciel et de devenir courtier hypothécaire. À la 10e année de ces 20 années-là, le dirigeant propriétaire de l'entreprise a offert à certains employés de devenir actionnaires de l'entreprise. L'idée était d'assurer une continuité et une relève à l'entreprise pour les années futures. Ça, en passant, c'est un cas qu'on voit souvent. Les propriétaires de PME veulent éventuellement se retirer et aller chercher leur exemption pour gain en capital, qu'ils ont droit à la vente d'une PME. J'ai donc emprunté à ce moment-là sur l'équité de ma maison pour acheter mes parts. Et les bénéfices de cet investissement-là m'ont permis de rembourser plus rapidement mon hypothèque. Le rendement sur des actions de PME d'une entreprise, normalement, on va aller chercher un meilleur rendement que si on investit dans l'immobilier locatif, que si on investit dans les marchés financiers. C'est normal parce que là, c'est un investissement qui est plus rare, c'est un investissement qui est moins liquide. On ne fait pas des transactions, des actions d'une PME à chaque année, à chaque mois. Puis c'est un investissement qui demande une grande connaissance. Souvent, si c'est offert aux employés d'une entreprise, mais seulement les employés vont vraiment bien comprendre l'entreprise. Pour quelqu'un de l'extérieur, ça va être difficile d'investir sans toutes ces connaissances-là. C'est pour ça que normalement, on va aller chercher un meilleur rendement que certaines catégories d'investissement quand on va parler d'actions dans une PME. Je suis conscient que ce n'est pas tout le monde qui aura cette opportunité, mais en même temps, c'est plus fréquent qu'on pourrait le croire. Puis c'est un des meilleurs investissements qu'on peut faire parce qu'on investit dans quelque chose qu'on connaît. Puis ça, c'est une des règles de base d'un investissement, investir dans ce qu'on connaît, dans lequel on a une expertise et que souvent peu de gens ont accès. Et pour ces raisons, le rendement sera plus élevé que les deux options précédentes. Idée numéro 5 et dernière idée dont je veux parler aujourd'hui, prêter à un taux d'intérêt plus élevé avec des garanties immobilières. Donc, la 5e idée, dernière option d'investissement, prêter à un taux d'intérêt plus élevé avec garantie immobilière. Exemple, le taux d'intérêt sur notre hypothèque est à 5 %, puis nous, on va prendre cet argent-là, on va le prêter à 10 % pour un profit de 5 %. Encore une fois, ici, je parle d'une option que j'ai utilisée personnellement avec l'équité de ma maison. On parle d'un prêt hypothécaire privé. Prêt hypothécaire privé, c'est assez méconnu. Vous pensez peut-être au prêt sur gage privé, alors que ce n'est pas du tout le cas. On parle de prêts avec des garanties hypothécaires, donc signés devant notaire. Typiquement, on va prêter à un entrepreneur d'expérience qui a identifié une opportunité d'optimisation en immobilier. Donc, un flip, un développement de terrain. C'est des projets court terme qui ne sont pas possibles d'être financés au niveau bancaire. Il faut le faire avec des personnes de confiance, par contre, qui ont de l'expérience. C'est intimidant lorsqu'on ne s'y connaît pas. Personnellement, je n'ai pas fait de prêt directement des entrepreneurs. J'ai été coprêteur avec des prêteurs privés professionnels de bonne réputation. Je veux souligner aussi que je ne fais pas directement de prêt hypothécaire privé, donc ne pas me solliciter pour ce type de prêt. Par contre, je pourrais agir comme courtier entre un emprunteur et un prêteur privé accrédité par mon cabinet de courtage. Donc, accrédité, donc le cabinet de courtage va aller s'assurer que le prêteur privé fait les choses dans les règles de l'art, va l'accréditer à ce moment-là. Le
plus important avec ce type de prêt, c'est de faire affaire avec un prêteur privé d'expérience et de confiance. La somme prêtée doit être bien en dessous de la valeur du bien en garantie, du bien immobilier en garantie. Un notaire s'occupe de transférer les fonds. En retour du prêt, vous obtenez une garantie immobilière de premier rang qui vous donne une façon de reprendre l'immeuble en cas de problème et de récupérer l'argent prêté. C'est en réalité, si vous faites affaire avec un prêteur privé juste pour être coprêteur, c'est normalement le prêteur privé qui va s'occuper de gérer tout ça pour vous. Cette option-là est passive. Elle est moins payante que toutes les autres options parce que là, on est en prêt, on n'est pas en investissement d'équité, on prend moins de risques. Elle convient plus à quelqu'un qui a peut-être déjà atteint l'indépendance financière puis qui veut un revenu passif stable. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rejoins la semaine prochaine pour la suite avec 6 autres idées de choses à faire avec l'équité de votre propriété. Là, on ne sera plus dans les idées d'investissement, on va être dans ce qu'on peut faire en termes de dépenses, mais pas de dépenses loufoques. Là, on ne parlera pas de s'acheter un bateau ou d'aller s'endetter pour le plaisir alors qu'on n'a pas atteint l'indépendance financière. On va parler plus d'idées pour moi qui font plus de sens, d'idées pour dépenser et pour donner l'équité peut-être à ses petits-enfants. Si sur votre chemin vers l'indépendance financière, vous avez besoin de conseils hypothécaires, que vous souhaitez parler à un courtier qui comprend où vous vous dirigez, que vous souhaitez parler à un courtier qui est déjà passé par là où vous êtes, n'hésitez pas à communiquer avec moi, ça me fera plaisir de vous aider. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacherté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com. C'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacherté.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.